Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Public. On est ensemble pour 90 minutes d'édition spéciale législative à 11 jours d'un scrutin crucial pour l'avenir de notre pays. Et pour y voir plus clair, on vous propose chaque jour 2 temps forts. Une première partie d'émission consacrée à l'un des 3 blocs après le nouveau Front populaire hier. C'est la stratégie du Rassemblement national que l'on va décortiquer ce soir. Coup de théâtre, Jordan Bardella affirme qu'il n'ira pas à Matignon s'il n'obtient pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui lui vaut cette pique signée Gabriel Attal. Si vous n'avez besoin de rien, appelez Jordan Bardella. Enfin, pardon. Quand on a la possibilité d'être Premier ministre, gouverner le pays, c'est précisément parce que les conditions sont difficiles qu'il faut y aller. Jusqu'où le Rassemblement national va-t-il gommer les aspérités de son programme pour rassurer les Français? Est-il armé pour prendre le pouvoir avec un chef de file âgé de 28 ans et aucun ancien ministre dans ses rangs? L'alliance avec Éric Ciotti signe-t-elle la fin du parti LR? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis le second temps fort de ce Sens Public, chaque jour jusqu'au 30 juin, c'est un débat thématique. Après le pouvoir d'achat lundi et la santé hier, on décortique les programmes des principaux partis en matière d'environnement. Quelle indépendance énergétique grâce au nucléaire ou aux énergies renouvelables? Quel modèle pour notre agriculture? Faut-il relancer le pacte vert européen ou au contraire le freiner? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts sur ce thème. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, le récit de la campagne de Jordan Bardella. Dans l'union des patriotes dont il rêve, le RN décide et les autres s'inclinent. Jérôme Rabier. Les élus RN sont depuis le résultat des européennes et la dissolution de l'Assemblée les favoris des législatives à venir. Jordan Bardella a été très vite propulsé candidat à Matignon par Marine Le Pen et depuis, il tente de rassurer sur la politique qu'il mettrait en œuvre. Quitte à revenir sur certaines mesures phares comme l'abrogation immédiate de la dernière réforme des retraites. La réforme Macron sera abrogée. Pourquoi? Quand? D'abord, à partir de l'automne. Je veux avoir entre mes mains l'audit financier de tous les grands services publics de l'État et de l'état réel des finances publiques avant d'engager cette réforme. Le chef de file du RN veut aussi patienter pour supprimer la TVA sur les produits de première nécessité ou encore sur l'impôt sur les revenus, supprimé pour les moins de 30 ans. Autre axe où le RN tente de poursuivre la dédiabolisation, celui de la complaisance avec les mouvements d'ultra-droite. Alors que Gérald Darmanin veut faire interdire le GUD, un groupuscule étudiant violent et xénophobe, dont plusieurs élus RN sont réputés proches, Jordan Bardella reprend à son compte cette mesure. Oui, toutes les organisations d'ultra-droite, toutes les organisations d'ultra-gauche, parce que je ne tolère pas la violence dans notre société. Et à la différence du gouvernement, nous n'avons jamais eu de mansuétude à l'égard de milices qui perturbent les mobilisations sociales, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui cassent et qui menacent la paix civile dans notre société. En quête de normalisation, le Rassemblement national envoie un maximum de messages d'apaisement aux électeurs. Mais Jordan Bardella insiste, pour diriger le pays, il a besoin d'une majorité absolue. Je ne fais pas de la politique pour ma gloriole personnelle. Si demain je suis en capacité d'être nommé à Matignon et que je n'ai pas de majorité absolue parce que les Français ne m'ont pas donné de majorité absolue, eh bien je refuserai d'être nommé. Un refus qui, en l'absence d'autres majorités, pourrait conduire au blocage institutionnel du pays et qui laisserait le RN en position d'opposant, un rôle qu'il connaît bien et qui lui a jusqu'à présent permis de progresser lors des récentes élections. À quoi le Rassemblement national est-il prêt à renoncer pour rassurer les Français? Voilà le thème principal de notre débat avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, auteur de ce livre « Le goût de la politique », un observateur passionné de la Ve République, publié chez Odile Jacob. Anne-Charline Bézina, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, maître de conférences en droit public et constitutionnaliste. Pablo Pio-Vivien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à la revue au magazine Regard. Mathieu Croissant-Long, bonsoir Mathieu. Bienvenue, bonsoir à tous. éditorialiste politique. Pascal Perrineau, vous avez été l'un des premiers chercheurs en sciences politiques à travailler sur le Front National. Le ou les plafonds de verre qui l'ont empêché d'accéder au pouvoir depuis 2002, est-ce qu'ils ont tous disparu ? La majorité de ces plafonds de verre, qui étaient de nature parfois d'ailleurs différente, ont peu à peu sauté. Ils n'ont pas tous complètement disparu.
Mais si vous prenez, par exemple, il y a eu un baromètre qui pendant très longtemps a été publié par Le Monde et qui est consacré à l'image du Rassemblement national et avant du Front national, vous voyez très bien que le rejet extrêmement fort qu'il y avait vis-à-vis du Front national qui était perçu comme un parti qui charriait la haine de l'autre, l'éventuelle violence, la protestation à l'état pur. Tout cela, peu à peu, a disparu. A disparu depuis quand ? Essentiellement depuis 2012. C'est lorsque Jean-Marie Le Pen passe le pouvoir à sa fille en 2011 et que Marine Le Pen se présente à la présidentielle de 2012 que l'image commence à évoluer. Elle adapte et elle adopte ce qu'on a appelé la stratégie de respectabilisation. Elle fait accéder au pouvoir, on le voit avec Jordan Bardella, une nouvelle génération qui n'est pas encombrée, vous voyez, par toutes ces histoires de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, etc. Et qui, en effet, est rentrée dans la politique dans les années 90 et au début du 21e siècle. Donc, oui, cette respectabilisation, elle a été largement réussie, mais il persiste un doute. Oui. Un doute qui est dû à quoi ? Qui est dû au fait que c'est un parti qui n'a jamais occupé le pouvoir. Oui, alors ça, on va en reparler, si vous le voulez bien, parce que c'est effectivement un thème qui est très intéressant. Et c'est intéressant aussi, Anne-Charlène Bézina, de voir la stratégie de Jordan Bardella pendant cette courte campagne, on le dit, gommer les aspérités, rassurer notamment les marchés financiers qui craignent un décrochage de la France. Est-ce que pour autant le RN gomme toutes ces aspérités ? Alors c'est en fait une quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette stratégie de respectabilité qu'on a appelée la stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale, puisque l'idée était d'être ce groupe qui n'est pas le groupe Turublion, qui a été le groupe LFI. Mais il ne faut pas perdre la base de son électorat. Donc c'est ça le pas de deux que Jordan Bardella essaye d'incarner, c'est-à-dire je garde le programme qui était le mien. Il faut savoir qu'en plus c'est la première fois sous la Ve République qu'une élection fait suite à une élection. Donc il faut garder le bilan et le programme de l'élection des européennes tout en l'adaptant aux élections législatives et en gommant tout ce qui peut apparaître aussi peu sérieux. C'est vrai qu'on fait souvent la critique à ce parti de ne pas pouvoir gouverner parce que n'étant pas en mesure d'accéder du parti d'opposition au parti de majorité. Et donc, cette idée de la crédibilisation, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il travaille. Et c'est pour ça que gommer les aspérités, c'est vraiment une surface juridique notamment, parce que je pense qu'ils craignent un petit peu d'être pris au dépourvu sur certaines questions. Notamment devant le Conseil constitutionnel. Que beaucoup de journalisme, de fact-checking sont en train de fleurir dans cette courte campagne. Et donc, je pense qu'ils essayent de se prémunir de cela, sachant que dans les mairies où des rassemblements nationaux ont été à la tête, eh bien, il y a eu beaucoup de jurisprudence contraire à leurs vœux. Donc, il y a cette idée de dire, nous sommes prêts. C'est vrai que c'est une rhétorique qu'ils ont adoptée depuis le dimanche soir. On l'a entendu 1000 fois, la cellule de Matignon. Oui. Donc l'idée pour eux, c'est vraiment de rassurer, je pense. Pablo Pio-Vivien, ce qui est intéressant aussi, c'est la mécanique de ces renoncements, ou de ce RN à la godille. D'une certaine façon, ça dit quand même quelque chose de la conception du pouvoir de ce parti. Exactement. Alors, c'est assez original parce qu'on connaissait les candidats ou les candidates qui, une fois élus, renonçaient ou trahissaient leurs promesses. Là, on a un candidat et un parti qui, avant l'élection, commence déjà à, comme vous l'avez dit, à renier plusieurs points de leur programme qui avaient fait pourtant auparavant leur force. Je veux dire, la question de l'abrogation, par exemple, de la réforme des retraites, ils l'ont seriné pendant longtemps dans le débat public, histoire de surfer sur la dynamique très puissante dans le pays qui avait émergé au moment de la réforme. Ensuite, on peut s'interroger, parce que vous dites que c'est pour Anne-Charlène, que c'est pour essayer d'aller chercher peut-être un autre électorat. Moi, je pense que c'est même pas pour les milieux financiers ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils ont regardé en fait les endroits où, à travers le monde, l'extrême droite a réussi à prendre le pouvoir. Quand vous regardez la Hongrie, l'Italie, l'Argentine, le Brésil ou même les États-Unis, à chaque fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils l'ont fait avec l'aide de la droite traditionnelle. C'est-à-dire ou bien en utilisant le parti de la droite traditionnelle, là je pense notamment aux États-Unis, mais
mais quand vous prenez la Hongrie, l'Italie ou même dans une certaine mesure en Hollande, ce qui s'est passé avec Geert Wilders, ils cherchent des liens avec la droite parce que c'est eux ils savent très bien que c'est la droite traditionnelle ou conservatrice qui donne à la fin le petit coup de pouce pour prendre le pouvoir. Je reste sur cette idée ou cette impression, mais je pense qu'elle est partagée de renoncement, d'aspérité gommée. Avec quand même une question, c'est l'effet sur les électeurs du Rassemblement national, Pascal Perrineau. Parce que si eux aussi se disent c'est plus notre Rassemblement national, est-ce qu'on vote toujours pour lui ? Le temps n'est pas suffisant. Oui, la campagne est trop courte. Ce type de processus soit à l'œuvre. Si vous voulez, ils ont rassemblé aux européennes, j'allais dire, le noyau dur. Et en l'élargissant, bien sûr, à des milieux qui, jusqu'à maintenant, étaient assez loin de la séduction du RN. Mais s'ils veulent avoir la majorité absolue ou une majorité relative confortable, il faudra en parler, parce qu'il peut y avoir des majorités relatives qui sont confortables, comme celle qu'avait eue, par exemple, Michel Rocard en 1988 et qui n'empêche pas de gouverner. Et ça, à ce moment-là, Bardella sera peut-être obligé de réviser son engagement. Mais comme il révise plusieurs choses, il révisera aussi celui-là. Donc là, vous pouvez, on peut imaginer un Rassemblement national qui est une stratégie où maintenant il s'agit, en mettant en avant la majorité absolue, de mobiliser les abstentionnistes. Parce que j'ai fait, il y a quelque temps, une analyse sur les abstentionnistes des européennes, j'ai segmenté plusieurs types d'abstentionnistes, et j'ai regardé de quel parti, ils étaient non pas le plus proche, quand on est abstentionniste, on est assez loin, mais le moins éloigné. Eh bien, dans toutes ces catégories d'abstentionnistes, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Donc, ils ont de la réserve. On rappelle ce que nous disent les sondages, c'est potentiellement une très forte participation pour ces élections. Bien sûr, oui, on est à l'heure actuelle vers 63% de participation, ce qui est très élevé. Je vous rappelle que la dernière fois, c'était 47%. Donc, c'est un mouvement de participation extrêmement élevé. Ils ont de la réserve, et en disant cela, ils cherchent à dire « aidez-moi à aller au-delà de ce noyau, qui est déjà énorme, de 32% des suffrages exprimés lors des européennes. Mathieu ? Il y a un élément qu'on ne peut pas minorer non plus, c'est le contexte des finances publiques. Il y a certainement des ajustements programmatiques qui sont liés à élargir, si possible, cette majorité qu'ils espèrent. Mais il y a un nombre d'engagements qui sont pris. C'est pas la même chose quand ils avaient renoncé au Frexit, vous savez, à la sortie de l'Europe, ou quand ils avaient renoncé à la sortie de l'euro, en faisant des ajustements réels dans leur programme, ou à la sortie de Schengen. Là, c'était des marqueurs forts qui pouvaient décevoir leur électorat et qui étaient destinés à rassurer et à élargir, notamment les retraités qui étaient inquiets par tout ça. Là, moi, ce qui me frappe, c'est par exemple l'abandon d'une promesse phare qui était la suppression de la TVA sur un panier de produits, de 100 produits de première nécessité. Ça, c'est pas un marqueur idéologique fort. Au contraire, c'était quelque chose dont Marine Le Pen s'était saisie dès 2021, en voulant être la candidate du pouvoir d'achat. Pourquoi ils le font pas ? Parce que ça coûte un bras, si j'ose dire. La réforme des retraites, c'est pas une position idéologique qui a changé. Ils s'aperçoivent que... Mais donc c'est quand même pour rassurer une partie de l'électorat qui est sensible à l'argument, qui consiste à dire attention au décrochage de la France. Mais parce qu'eux savent qu'ils n'auront pas les moyens de leur politique, les moyens financiers, de leur politique, une fois au pouvoir. Ils ne veulent pas décevoir, pour le coup. Oui, alors je voudrais vous l'avez évoqué, Pablo, mais qu'on se concentre un peu sur effectivement la réforme des retraites, parce que on a entendu pas mal de sons de cloche depuis quelques jours, tous venus du Rassemblement national ou de ses alliés récents. Son abrogation n'est plus prioritaire, a dit Jordan Bardella. Elle attendra 2025-2026, a dit l'un de ses lieutenants, ce qui permet à Éric Ciotti d'affirmer dans une interview aux 20h à la télévision, il n'est pas dit que la réforme sera abrogée. Dans l'heure qui suit, il est rabroué par Jordan Bardella lui-même, qui donne une interview à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France et qui dit ceci: parce qu'elle est inefficace économiquement et injuste socialement, la réforme des retraites menée par Emmanuel Macron sera abrogée à partir de l'automne. Pablo Pio-Vivien, est-ce que avec cette réforme, le RN est aussi de gauche ? Je suis volontairement provocateur. Ah non, je vois pas le rapport. Non, c'est pas parce que vous portez à un moment donné et de façon très contextualisée la même proposition que forcément vous partagez le même horizon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé, Pascal, de la respectabilisation du parti et le sérieux budgétaire fait partie de cette stratégie de respectabilisation. Néanmoins, il ne faut pas oublier les bases, l'architecture, la raison pour lesquelles vous avez
un noyau dur, en gros, qui se mobilise à toutes les élections pour voter Rassemblement National, et que ce noyau dur ne fait que grossir. Oui, vous lisez ce le que j'allais vous dire, c'est plus un noyau dur, là, c'est en tête dans 93% des communes françaises. Et c'est tout à fait juste. Mais lorsque vous lisez le dernier ouvrage du sociologue Félicien Faury, qui a étudié justement ces électeurs du Rassemblement National, il rappelle en fait l'importance de la vision du monde en fait qui est portée par le Rassemblement National. Et cette vision du monde qui est faite du rejet de l'autre, de la peur de l'autre, de la xénophobie, voire du racisme. Là, je vais vous dire, le Rassemblement National n'a même plus besoin de l'exprimer pour qu'on sache qu'il en est le porteur. Et c'est ça qui est très important. Vous savez, ils dessinent une silhouette, ils disent, voilà, vous voyez, genre, il y a une personne qui... Et en fait, tout le monde sait très bien que dans cette silhouette, il faut mettre un noir, un arabe ou un musulman. J'entends cet argument, mais c'est aussi le parti qui parle le plus aujourd'hui à l'électorat populaire, et ça fait plusieurs années que c'est le cas, et notamment avec cette proposition d'abroger la réforme des retraites. Votre avis là-dessus, Anne-Charline Bézina? Oui, justement, moi, je ne suis peut-être pas aussi tranchée, parce que je pense que le RN est un petit peu de gauche, pour reprendre votre provocation. C'est-à-dire que l'élargissement de sa base, qui fait qu'aujourd'hui, la circulation de l'électorat, la manière dont les plafonds de verre ont complètement évolué, c'est par rapport au fait que l'électorat ouvrier, l'électorat en question de précarité, la question du pouvoir d'achat, ce sont des marqueurs sur lesquels le RN a imprimé. Donc, en quelque sorte, et quand on prend d'ailleurs le programme du RN depuis le début des années 80, on se rend compte qu'il y a certaines mesures qui sont empruntées au Parti socialiste, en fait, dès le départ. C'est-à-dire qu'ils viennent faire des emprunts parce que c'est un peu ce qu'on peut appeler les familles du populisme européen. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est surtout d'aller là où l'opinion attend qu'ils aillent. Et je pense que l'explosion du vote RN est un vote contestataire, mais aussi un vote qui prend en compte l'idée que ce parti sait entendre la précarité. Et donc je crois qu'il y a une circulation des électorats, et je vais même plus loin, une circulation des deux extrêmes de notre échiquier politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt LFI et le RN qui se partagent une certaine sociologie du vote, certains, on va dire, noyaux durs de notre électorat qui ont tendance à partir de l'un vers l'autre et à circuler comme ça d'élection en élection. Donc, en quelque sorte, le RN est une droite extrême qui sait quand même parler à l'autre extrémité. Un mot de réponse et ensuite... Un mot de réponse. Vous savez, quand Éric Ciotti a annoncé cette alliance ou cette pseudo-alliance avec le Rassemblement National, tout le monde s'est étonné, y compris sur les plateaux de télévision, les commentateurs, les experts. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que fait LR? Qu'est-ce que fait le président des LR à aller vers le Rassemblement National? Mais personne ne s'est étonné que le Rassemblement National tisse cette alliance avec la droite traditionnelle néolibérale, parce que tout le monde sait très bien que le Rassemblement National est de droite. Et il est de droite depuis très longtemps. Il n'y a pas de doute là-dessus. On le sait. Et d'ailleurs, les électeurs le savent aussi. Oui, mais il n'empêche que c'est le parti qui parle le plus aux électeurs, à l'électorat populaire. J'y reviens. Que réussit-il à faire depuis des années que les autres, et notamment, alors on verra si le nouveau Front populaire réussit finalement à mobiliser cet électorat, mais que les autres partis n'arrivent plus à faire, Pascal Perrineau? Écoutez, deux choses, je dirais. Il cherche à donner l'impression que c'est un parti qui protège davantage les Français que les autres partis. Qu'il les protège par le protectionnisme économique, c'est vraiment un parti qui veut mettre en place une forme de protectionnisme économique, par le protectionnisme politique, en leur disant vous devez récupérer la décision politique dans la nation France et cesser de la déléguer à l'Europe ou aux instruments de gouvernance mondiale, l'OMC, le G7, le G20, etc. Et un protectionnisme culturel, et là j'en viens, qui consiste à dire vous êtes dans une société où vous ne vous sentez plus chez vous. On est chez nous, qui est scandé dans de très nombreuses réunions du Rassemblement national. Et donc ils disent, voilà, avec nous, vous serez protégés sur ces trois terrains. C'est-à-dire que c'est un parti qui se présente comme étant beaucoup plus efficace pour lutter contre l'insécurité économique que l'on ressent. Regardez les scores qu'ils font chez les chômeurs. Et les chômeurs, c'est pas une clientèle d'extrême droite, quoi. Je veux dire, ou alors on a perdu complètement ses repères. Et d'où l'importance, on en revient à ce que disait Mathieu, de donner des gages, notamment sur toutes les, questions économiques. Bien sûr, mais les gens attendent. Parce qu'on a bien vu les marchés financiers dévissés dans la perspective d'une arrivée du RN au pouvoir. C'est une petite musique qui peut fragiliser. Donc l'insécurité économique et l'insécurité culturelle. Si vous voulez, les Français sont, qu'on le veuille ou non, on peut dire ah mais pourquoi? Non, les Français sont en insécurité culturelle parce que, si vous voulez, la tradition étatique française, la tradition nationale française fait qu'on a une identité
extrêmement forte. Et cette identité, à tort ou à raison, on n'est pas là pour juger, on est là pour essayer de comprendre. Cette identité est considérée, particulièrement dans les couches populaires, comme étant profondément remise en cause par la société qui devient une société de plus en plus individuelle, ouverte, cosmopolite. Alors, on l'a évoqué déjà dans ce débat et on l'a vu dans notre sujet d'ouverture, cette déclaration de Jordan Bardella. Il a affirmé hier qu'il refuserait Matignon si son parti ne décrochait pas de majorité absolue à l'Assemblée le 7 juillet. On va se concentrer là-dessus. Et d'abord, avec vous, Mathieu, comment faut-il l'interpréter ? C'est d'abord un principe de bon sens. Tout chef de file aux législatives fait campagne pour la victoire en demandant qu'on lui donne les moyens de gouverner. Donc jouer la carte du tout ou rien, c'est un moyen pour Jordan Bardella de maintenir la pression sur son électorat pour qu'il se mobilise dans les isoloirs. La seconde raison de cet avertissement, c'est une forme de précaution. Il faut rappeler que la France n'a connu que 3 cohabitations, dont les premiers ministres, Jacques Chirac d'abord, Édouard Balladur ensuite, puis Lionel Jospin, sont sortis éreintés et laminés dans les urnes, alors qu'ils disposaient chacun d'une confortable majorité à l'Assemblée pour conduire leur politique. Alors face à un Emmanuel Macron qui ne lui ferait aucun cadeau depuis l'Élysée sans doute, le job pour Jordan Bardella promet déjà d'être compliqué. Alors si vous ajoutez à cela la gestion d'une majorité relative qui nécessite à la fois, j'allais dire, autant de vices que de doigté, ça fait beaucoup pour un premier job, d'autant que la recomposition du paysage politique en 3 blocs incompatibles sur le papier enterre tout espoir de compromis ou de coalition. S'il s'agit, Pascal en parlait tout à l'heure, s'il s'agit d'aller débaucher une poignée de députés pour obtenir une majorité absolue, c'est peut-être jouable, mais s'il s'agit d'en trouver plusieurs dizaines, comme c'est le cas aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est mission impossible. Donc mieux vaut annoncer pour Jordan Bardella la couleur avant le scrutin, plutôt que d'être réduit à un constat d'impuissance, j'y arrive pas, après. Parce que pour le Rassemblement national, évidemment, l'enjeu est énorme. Oui, parce que c'est la première fois que le Rassemblement national accéderait au pouvoir et que le parti de Marine Le Pen, on le sait, a fait campagne auprès des Français sur le mode « donnez-nous notre chance, vous ne nous avez jamais essayé ». Donc pas question pour eux de prendre le risque de tout gâcher. Or, le Rassemblement national a été pris de court, comme tout le monde, par cette dissolution. Il n'est pas prêt, on l'a vu sur le programme. La perspective d'accéder au pouvoir vient trop vite, beaucoup trop vite. Le Rassemblement national a déjà misé gros en désignant comme candidat au poste de Premier ministre un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais géré ne serait-ce qu'une collectivité locale au cours de son parcours, qui ne connaît pas les rouages ni les pièges de l'appareil d'État, qui ne dispose pas d'hommes d'expérience sur lesquels s'appuyer. J'allais dire que même Éric Ciotti, son allié, n'a jamais été ministre. Alors on se projette, 8 juillet, que se passe-t-il si le Rassemblement national refuse de gouverner ? C'est là que les ennuis commencent ou recommencent pour le président de la République, d'une certaine façon, qui n'aurait d'autre choix que de tenter de composer avec les députés LR, à condition qu'il y en ait en quantité suffisante et qu'il le souhaite, mais aussi sans doute avec des indépendants et même avec des députés peut-être issus des rangs de la gauche. Vous voyez un peu la difficulté. Et ce magma composite, ça serait tout bénéfice, j'allais dire, pour le Rassemblement national, qui pourrait se placer en seule force d'alternance pour 2027 si jamais ce plan-là fonctionnait. Mais le rêve du Rassemblement national, c'est plutôt que cette majorité d'union nationale reste introuvable et que du coup la France soit ingouvernable parce que le Rassemblement national appellerait alors à la démission d'Emmanuel Macron et réclamerait évidemment une présidentielle anticipée qui lui permettrait en cas de victoire de s'installer directement à l'Élysée sans prendre le risque de passer par l'enfer de Matignon et de s'y brûler. Merci beaucoup Mathieu. Anne-Charlène Bézina, double question d'abord. Institutionnel, je pense que la réponse est assez simple. Est-ce que Jordan Bardella peut refuser d'aller à Matignon, même si son parti est le premier parti à l'Assemblée ? Et puis surtout le risque politique ou pas d'ailleurs qu'il prend en refusant. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels je rejoins et qui me semblent appeler des précisions. C'est d'abord que Jordan Bardella puisse refuser d'être Premier ministre. Bon. La Ve République est bourrée d'exemples où on refuse ce poste-là, qui, vous l'avez dit, est particulièrement épineux. Néanmoins, est-ce que ça signifie que le Rassemblement national renonce à la gouvernance ? Moi, je vois quand même une nuance là-dedans. Parce que la personne qui les refuse, soit. Mais si vraiment une majorité relative quand même suffisamment confortable existe pour le RN, libre à ce parti de choisir aussi un autre dirigeant. Il faut quand même se garder l'hypothèse. Ça n'existe pas. À l'extrême droite, c'est le chef qui décide tout seul dans son lit. Attention à la tentation du pouvoir. Une fois qu'on est en place et qu'on a une majorité suffisamment confortable, ça m'étonnerait quand même qu'on change complètement de braquet. Néanmoins, si vraiment la majorité est trop courte et qu'il faut trouver ce fameux gouvernement d'union nationale,
pourquoi serait-ce forcément l'affaire du président de la République? On peut imaginer une hypothèse où notre président se défausse complètement. Je m'en lave les mains. C'est totalement possible puisque lui a un pouvoir de nomination qui est en réalité plus ou moins lié par la coutume, c'est-à-dire c'est à la majorité de s'organiser pour me trouver un chef et ensuite je le nomme de manière très royaliste. Eh bien, c'est à cette majorité de s'organiser. Donc c'est le Rassemblement national qui doit aller chercher les accords, etc. Donc c'est en quelque sorte un petit peu lui qui s'abîme. Et j'ajoute une troisième hypothèse dont j'entends beaucoup parler. Cet appel à la démission du président de la République, évidemment, Marine Le Pen peut appeler à la démission du président de la République, comme elle le dit dans une tribune, autant que moi. Elle n'aura pas plus de pouvoir que cela. Et autre point, si le président de la République change, rien ne changera à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas parce qu'on change le président de la République qu'on peut à nouveau dissoudre l'Assemblée dans moins d'un an. Donc il y a un an pendant lequel on ne peut plus rien faire. Existera en matière législative, sauf qu'on pourra recourir au référendum et avoir un petit peu plus de lustre. Donc n'oublions pas que ces élections fracturées avec une majorité relative conduiront de toute façon à trouver soit du liant, soit vraiment des blocs très composites et difficiles à gouverner. D'abord Pablo, puis Vivien, et puis ensuite Pascal Perrineau. Est-ce que vous y voyez une sorte de refus d'obstacle ou de peur de prendre le pouvoir, ou pas du tout? C'est de la stratégie, non, on a bien compris ce que Mathieu disait. C'est de la stratégie pour mobiliser son électorat qui reste encore abstentionniste. Pour poursuivre ce que disait Pascal Perrineau tout à l'heure, il y a une longue étude qui est sortie aujourd'hui dans Le Grand Continent, dont je vous conseille la lecture, qui parle en fait justement de cette place des abstentionnistes et le fait qu'ils veulent aller les chercher. Mais par rapport à cette histoire de cohabitation, c'est assez intéressant parce que les institutions de la 5e, elles existent, enfin leurs lettres en tout cas existent à la fois dans les lois et dans la Constitution, c'est certain. Mais c'est vrai que l'esprit de concorde, en gros, entre les différentes institutions, notamment entre le Parlement et l'exécutif, a été un peu abîmé dernièrement, notamment depuis le passage du quinquennat et encore plus par la présidence d'Emmanuel Macron. Et moi, je crains qu'aujourd'hui, il ne soit plus possible malgré, la Constitution n'a pas changé sur ce point, mais il ne soit plus possible dans la façon dont Emmanuel Macron et dont globalement nos hommes et nos femmes politiques pratiquent cette Constitution, de cohabiter. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, c'est une coutume en fait que de choisir la personne du groupe le plus important et sur lequel ils se sont mis d'accord. Mais c'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, il peut très bien jouer le pourrissement de la situation. Et quand bien même il choisirait Jordan Bardella comme Premier ministre, on peut très bien imaginer en fait qu'il s'empêche en fait d'agir mutuellement, contrairement à ce qui s'était passé lorsque c'était François Mitterrand ou Jacques Chirac qui était président de la République et où il y avait un respect, notamment non pas des textes, mais de l'esprit des textes. C'est-à-dire qu'il laissait la possibilité au Premier ministre, que ce soit François Mitterrand ou Jacques Chirac, lorsqu'ils étaient en cohabitation, il lui laissait mener la politique nationale. Et il se gardait la politique internationale. Mais tout ça, c'est de la coutume. Enfin, genre, on n'est pas obligé de respecter ça. Et ça peut, du coup, conduire au chaos le plus total. Alors, et ça pose aussi cette question, le Rassemblement national est-il prêt à prendre le pouvoir? Mathieu le rappelait, Jordan Bardella, 28 ans, aucun ancien ministre dans ses rangs. Votre avis là-dessus? Vous connaissez bien le... Il y a Thierry Mariani, si je puis me permettre, qui a quand même été ministre des Transports. C'est vrai, on peut rajouter Thierry Mariani. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'est un parti qui, comme on le disait tout à l'heure, n'a qu'une très faible tradition d'exercice du pouvoir dans les collectivités locales. C'est là, souvent, pas simplement en France, aux États-Unis, c'est la même chose, qu'on apprend la rigueur de la gestion. Hein? On est gouverneur d'un État aux États-Unis, puis on devient plus tard président. On est président d'un département en France, ça a été le cas de François Mitterrand, patron de la Nièvre, et puis ensuite on regarde vers le haut. Ou même maire d'une grande ville. Ou maire d'une grande ville. Ouais. Là, la plus grande ville, c'est Perpignan avec Louis Alliot. Hein, mais c'est, vous voyez, un homme, une ville. C'est pas beaucoup pour constituer une équipe gouvernementale. D'autre part, il y a des forces politiques, que ce soit la droite traditionnelle ou, j'allais dire, la gauche classique, qui sont proches de ce qu'on pourrait appeler les grands technocrates de l'appareil d'État, qui ont au sein des grands corps, les inspecteurs des finances, les conseillers d'État, les conseillers de la Cour des comptes, etc., les préfets, qui ont des relais, des hommes et des femmes qui sont proches d'eux. Pour le Rassemblement national, ça se compte sur les doigts d'une demi-main. Il y en a, hein, mais ça se compte sur les doigts d'une demi-main. Donc, ils sont assez démunis. Cependant, ils comptent sur un vieux réflexe humain. C'est-à-dire que si le soir du 7 juillet, c'est eux
qui ont gagné, eh bien, il y aura un nombre important d'hommes et de femmes qui iront vers le succès. Il y aura une force d'attraction nouvelle du Rassemblement national. On verra ainsi ça a été le cas la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir, dans les années 40. Voilà. Oui, alors il y a toute une partie de l'administration qui a dit bon bah allez, avec nos valises. Oui, mais alors justement, vous parlez de valises. C'est pour l'instant, Éric Ciotti dans ses valises n'emporte pas de cadre du parti LR. Donc la démonstration que vous faisiez tout à l'heure de l'importance pour le Rassemblement national de faire alliance avec LR pour réussir à prendre le pouvoir, ça a été gommé par la réaction d'une majorité des leaders de LR. Et d'ailleurs, ils ont une réaction très forte après ce qu'ils ont considéré comme une forfaiture de la part d'Éric Ciotti. Donc c'est vrai que, à titre personnel, je pense que c'est ça qui va empêcher Jordan Bardella et Rassemblement National de pouvoir accéder au pouvoir. Tant qu'ils n'auront pas réussi à récupérer cet appareil-là, ça leur sera bloqué. Mais regardons en détail les enquêtes. Si on regarde, parce que vous savez, pour l'instant, on ne connaissait pas les candidats, donc on sonde sur les étiquettes nationales. Vous regardez le dernier sondage qu'a fait l'IFOP, c'est extrêmement intéressant. Le Rassemblement National est en moyenne nationale à 33%. Les amis d'Éric Ciotti à 4. 33 plus 4, vous voyez que ça fait 37%. Attention, 37%, c'est pas n'importe quoi. Vous devenez un parti dominant qui peut prétendre à troubler bigrement le jeu. Anne-Charlène. Et j'ajouterai un autre réflexe humain dont vous avez parlé. On n'a pas essayé. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est chez les électeurs qu'il y a ce réflexe. Mais c'est vrai qu'il y a ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'au fond... Plus fort que la peur de mettre au pouvoir des gens qui n'ont jamais exercé. J'ai le sentiment d'ailleurs que la tentation de la vérité à laquelle beaucoup d'élus politiques sont tentés dans cette période de campagne ne servira pas à grand-chose. Regardez le match dont on nous a parlé en ce sens, Bardella-Attal. Gabriel Attal apparaît à l'aise sur ses dossiers, donne des leçons juridiques impeccables. Néanmoins, c'est Jordan Bardella qui augmente son score à l'issue de ce duel-là. Parce que, au fond, c'est presque une force pour eux d'être contre-système. Donc, il y a cette tentation-là aussi, c'est-à-dire on trouvera de toute façon des gens pour gouverner parce que les Français en ont besoin et parce que c'est eux qui ont envie d'essayer. Donc, je crois que c'est ça la logique de la campagne. Et c'est d'ailleurs le cas, c'était exactement le même procès qui leur avait été fait lorsqu'ils ont essayé de conquérir les premières mairies dans les années 90. Les opposants, les sortants disaient « Non mais vous n'y arriverez pas, la mairie fera banqueroute et vous ne pourrez rien faire ». Bon, le résultat c'est qu'ils ont pris la mairie et que la politique qu'ils ont menée est contraire à l'idée que je me fais de la façon dont il faut conduire une collectivité. Mais enfin, il n'y a pas eu de banqueroute, parfois ils ont été un peu vaguement empêchés, mais ils ont réussi en fait à capitaliser sur ces victoires électorales locales. Un contre-exemple, c'est Toulon. C'est Toulon, exactement. Mais les Français ont déjà pris un risque en 2017, il faut le rappeler aussi, en nommant en élisant un jeune président qui n'était ni de droite ni de gauche, qui ne s'était jamais fait élire nulle part. Mais il y a aussi une acclimatation assez. Il avait été ministre, mais à ces personnages de nulle part. Et par ailleurs, je me souviens qu'en 81, la gauche, c'est vrai, n'avait pas gouverné depuis des années. Alors c'est vrai qu'il s'était préparé dans les collectivités locales, et notamment les élections municipales. Alors dans l'entreprise de normalisation, dédiabolisation, employez le terme que vous voulez, il y a aussi les liens avec l'ultra-droite. Et alors, déclaration de Jordan Bardella qui était en visite au salon Eurodéfense, la Eurosatory à Villepinte. Il se dit même prêt à dissoudre le GUD. Si demain je suis à la tête du pays, je n'aurai aucune forme de tolérance à l'égard de ceux qui se livrent à de la violence dans notre pays. Donc les organisations d'ultra-gauche et d'ultra-droite seront dissoutes. Donc si demain vous êtes Premier ministre, vous allez dissoudre le GUD ? Oui, toutes les organisations d'ultra-droite, toutes les organisations d'ultra-gauche, parce que je ne tolère pas la violence dans notre société. Et à la différence du gouvernement, nous n'avons jamais eu de mansuétude à l'égard de milices qui perturbent les mobilisations sociales, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui cassent et qui menacent la paix civile dans notre société. Jamais eu de mansuétude avec ces milices. À l'inverse, on a Gérald Darmanin qui veut dissoudre le GUD, Groupe Union Défense, on rappelle, syndicat étudiant, que Gérald Darmanin dit, je le cite, très ami avec les gens du RN. C'est pas tout à fait faux quand même, Pascal Perrineau, des liens GUD, RN, voilà. Il y a eu des liens, bien sûr. Alors quand Jordan Bardella dit aucune mansuétude... Aucune mansuétude, mais si vous voulez, c'est la nouvelle génération aussi du RN, parce que les gens qui savent les liens parfois extrêmement forts qu'il y a eu entre des dirigeants... C'est l'histoire du Front National puis du Rassemblement National.
faire comme si ces liens n'existaient plus du tout, on est à la limite du mensonge aux électeurs. Non, mais je crois que pour beaucoup de jeunes du Rassemblement national, cette période des liens intimes entre l'ultra-droite et la droite extrême, ça appartient à de l'histoire ancienne. Vraiment. Et donc, il joue sur du velours en faisant cela. Et il apparaît l'homme... Vous savez, les Français, ils ont peur de violence. Vous regardez les enquêtes, les Français ont peur des violences. Et là, il apparaît comme l'homme qui apportera le calme. Qui dit, voilà, je vais dissoudre, et je vais dissoudre parmi les miens, ou ceux qui étaient jadis proches de mon parti, et parmi ceux qui sont en face, et en face aussi, il y a une ultra-gauche qui prône la violence. Hein, quand vous écoutez M. Philippe Poutou, candidat, en effet... oui, non, mais bien sûr, on l'a déjà exprimé plusieurs fois sur ce plateau, la stratégie même de LFI à l'Assemblée a plutôt servi le Rassemblement national. Mathieu. Juste un point de précision, Jordan Bardella a commencé son parcours politique avec Frédéric Chatillon. Qui a dirigé ce qu'on appelait le groupe Union Droit, le GUD. Oui. Et Frédéric Chatillon, devenu par la suite un très proche et un conseiller de Marine Le Pen. Et le GUD, pour que nos téléspectateurs s'en souviennent, c'est ceux qu'on voit défiler le 7 mai avec des masques et des croix celtiques dans les rues de Paris. Donc on est vraiment dans un mouvement de campagne. Gérald Darmanin dit ce matin, jeudi, sous le GUD. Jordan Bardella répond 2 heures plus tard, moi aussi, je le fais, pour pas créer de polémique. Mais c'est un sacré reniement avec son passé, on va dire. Ouais, je suis pas sûr que l'élection se joue là-dessus et que ça change grand-chose dans le choix des électeurs du Rassemblement national. Citation d'Olivier Faure aujourd'hui, racisme et antisémitisme sont la matrice du Rassemblement national. Est-ce que pour vous c'est toujours vrai ? Oui, je pense que c'est toujours vrai. Et encore une fois, je m'appuie sur les différentes études sociologiques, que ce soit de Benoît Coquart, qui a fait une étude sur l'implantation de l'extrême droite et des électeurs d'extrême droite dans l'Est, ou Félicien Faury, que je citais tout à l'heure, lui c'était plutôt dans le Sud-Est. Et il parle en fait de cette importance de cette matrice raciste, xénophobe, qui a évolué en fait. C'est pas le même racisme que dans les années 50 et qui était porté par Jean-Marie Le Pen. Mais en vérité, il est toujours... En fait, il fait toujours l'architecture de leur programme. C'est-à-dire que quand vous regardez le problème de l'hôpital, vous leur dites l'hôpital va pas bien, et ça, tout le monde a le même constat. L'hôpital public va pas bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent ? On va supprimer l'AME, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, c'est-à-dire l'aide gratuite pour les étrangers. Et ils ont l'impression que ça va faire l'affaire. Ils ont l'impression qu'avec ça, ils vont pouvoir... mais c'est le projet en général n'est pas possible. De la même manière, la sécurité. On passe notre temps à voir sur les chaînes d'information en continu, sur les réseaux sociaux, de la violence. Et eux, ils ont une solution toute simple. C'est virons les étrangers dehors. Et donc, cette façon en fait de relier tous les sujets à la question des étrangers, des migrants, de l'islam, est consubstantielle du Rassemblement national et de l'extrême droite, et une des raisons principielles pour lesquelles les gens votent. Et une dernière chose, il y avait un sondage ELAB sur les raisons du vote aux élections européennes. Et on voit, on dit toujours, la chose la plus importante pour les Français et les Françaises, c'est le pouvoir d'achat. Eh bien, quand vous regardez pour le Rassemblement national, pour les électeurs de Reconquête et pour les électeurs LR, la première préoccupation, c'est l'immigration. Et le pouvoir d'achat passe en deuxième. Donc, c'est quand même structurant dans leur façon d'envisager un futur et un horizon pour la France. Alors, effectivement, cette matrice, on va dire, anti-immigré, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, Pascal Perrineau, et je vais vous donner la parole dans un instant, mais si on regarde ce que Jordan Bardella annonce ou désannonce depuis quelques jours, ce qui reste, c'est par exemple la fin du droit du sol ou encore, vous l'avez dit, la suppression de l'aide médicale d'État pour les étrangers. Je vous propose une réaction, celle du délégué général de la Fondation Abbé Pierre sur ce thème, l'AME, Christophe Robert. Ça veut dire que, par exemple, des personnes qui ont besoin de se faire soigner, du fait de la suppression ou de la réduction de voilure de l'aide médicale d'État, ne se soigneront pas quand elles auront des pathologies, et que ces pathologies vont s'aggraver, et qu'on va les retrouver aux urgences des hôpitaux, avec des maladies encore plus graves. Ça veut dire que les personnes qui sont à la rue, on va les trier, toi tu rentres pas, toi tu restes à la rue, avec encore plus de souffrance, encore plus de désordre dans nos sociétés, dans nos villes. Ça veut dire qu'on va trier les personnes en fonction de leur couleur, en fonction de leur religion, de leur orientation sexuelle, ou je ne sais quoi. On peut pas fonctionner comme ça dans un pays.
Alors, je ne reviendrai pas sur les effets contre-productifs de la suppression de l'aide médicale d'État pour la santé publique en France, mais ce qui m'intéresse, c'est la matrice anti-immigration du Rassemblement national. Anne-Charlène Bézina, est-elle aussi puissante et est-ce effectivement là-dessus que le RN ou Jordan Bardella ne recule pas en ce moment ? J'ai le sentiment que la réalité est plus nuancée qu'une réponse par oui ou par non à votre question, Thomas, parce que la matrice anti-immigration, sur la loi immigration, qui était quand même assez dure par rapport à notre passé, bien qu'une loi immigration existe à peu près tous les 2 ans en France, le Rassemblement national a presque eu une position plus modérée que le groupe des Républicains. Donc, je ne sais pas si c'est encore là-dessus que le vote se cristallise, notamment parce que j'ai le sentiment que le Rassemblement national essaye de se départir de cette question, notamment à l'international, où on a vu la très mauvaise publicité qu'a fait le groupe LFI sur Gaza et qui a été assez contre-productif pour ce groupe-là. Donc j'ai le sentiment qu'ils essayent en tout cas de jouer plutôt l'unité nationale. Pourquoi parler de ce gouvernement d'unité nationale, de sans cesse être dans la réassurance? Parce que j'ai le sentiment qu'en fait, peut-être que c'est leur base, mais qu'en tout cas, en termes d'image, ils essayent profondément de nettoyer et d'ancrer finalement leur discours politique dans quelque chose d'un petit peu plus subtil que tout le monde dehors, etc. Donc, des mesures phares comme l'interdiction de la double nationalité, la préférence nationale, quittent progressivement les discours pour justement essayer de s'enrober. On refait en fait la conclusion de notre émission sur ce qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'il y a une forme de nettoyage là-dedans pour peut-être essayer d'élargir un peu plus la base et de ne pas en garder le fond idéologique. Malgré tout, je pense en effet que la peur, et vous parliez de protectionnisme, et je pense que c'est vraiment le mot-clé, c'est-à-dire que les Français, en tout cas le discours populiste dont on peut les taxer, est celui de la peur. C'est-à-dire qu'on joue sur ce que l'opinion a envie d'entendre, et évidemment que l'opinion a envie d'être rassurée, notamment sur cette question de l'immigration illégale. Donc tout ce qui va aller dans ce sens-là fera partie de leur programme. Attention encore à la limite de la juridicité. C'est vrai que la Constitution, à mon avis, n'autorisera ni la première, le droit du sol, ni la suppression de l'AME. Donc ni la première ni la deuxième mesure n'auront, à mon avis, de chance d'avoir un avenir à la suite de la discussion législative. Pascal Perrineau, je suis assez d'accord avec Pablo Piouvien quand il dit peut-être que le RN a quasiment plus besoin d'en parler pour que ce soit intégré par son électorat. Bien sûr, parce que c'est intégré par son électorat et bien au-delà de son électorat. Vous savez que 2/3 des Français disent qu'il y a trop d'immigrés en France. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement le Rassemblement national. Et je crois qu'Olivier Faure fait, selon mon point de vue, fait une erreur en disant que c'est la matrice, le racisme et l'antisémitisme. L'antisémitisme, certainement pas. Alors il y a quand même eu un petit ménage, pardon de vous interrompre, fait aujourd'hui, le Rassemblement national qui a retiré l'investiture à l'un de ses candidats dans le Morbihan, tweet antisémite en 2018, et Éric Ciotti qui vient de faire la même chose en Meurthe-et-Moselle avec des propos antisémites, homophobes, orduriers d'un candidat, donc plus d'investiture. Il faut quand même faire un peu le ménage. La pureté n'est pas de ce monde, dans aucun parti. Et jusqu'à maintenant, dans les dernières semaines, l'antisémitisme venait plutôt, plutôt d'autres bords. Je vous le conseille. Et le racisme, ne présentons pas les électeurs du Rassemblement national que j'interviewe depuis des années et des années comme étant des racistes. C'est pas parce qu'ils sont préoccupés par cette question de l'immigration qu'ils passent tout de suite sur le registre du rejet de l'autre. Parce qu'il est arabe, parce qu'il est portugais, parce qu'il est je ne sais quoi. Il y a d'ailleurs énormément d'enfants d'immigrés au Rassemblement national. Et quand vous regardez en particulier les enfants d'immigrés, à commencer par M. Bardella, les enfants d'immigrés au Rassemblement national, ils sont extrêmement nombreux. Vous savez même que parmi les Français musulmans, la liste Bardella a fait un score significatif. Donc il ne faut pas tomber j'allais dire, dans des stéréotypes. C'est pas là-dessus qu'on peut battre le Rassemblement national. Non, je ne crois pas. C'est une erreur stratégique des autres partis. Si vous permettez, ce discours, c'est le racisme, c'est la matrice raciste, etc. Ça rassure ceux qui tiennent ce discours et qui se disent comme ça, nous, on est du bon côté, le camp du bien qui donne des leçons aux autres. Faut faire très attention à ce type de stratégie. C'est une stratégie qui, à mon avis, nourrit le Rassemblement national. Et cela depuis des années. Toute une partie de la gauche n'a pas compris comment lutter, c'est pas facile, comment lutter contre le Rassemblement national, et par cette stratégie de stigmatisation, à enfermer même les électeurs populaires proches du Front National, puis du Rassemblement national, dans ce vote-là.
Pablo. Moi, je pense exactement l'inverse. Je ne pense pas que ce soit la faute de la gauche qui essaye justement de tenir des positions à la fois morales et politiques qui sont importantes à avoir. Et la gauche n'a pas le monopole de la morale. La gauche n'a pas le monopole de la morale, mais en revanche, ce qui a glissé, c'est l'entièreté du reste de la société. C'est-à-dire que, genre, vous avez, et je parle pas de publicité, mais vous avez un ensemble, par exemple, médiatique. Et quand je dis médiatique, je dis genre à la fois les médias traditionnels, télé, journaux, mais aussi les réseaux sociaux, qui lentement, en fait, a glissé par le biais d'algorithmes et par le biais d'éditorialistes qui étaient embauchés, notamment sur des chaînes de télévision, qui a glissé lentement, en fait, vers l'extrême droite et la décomplexion totale de la parole raciste et xénophobe. Et je pense que ça a joué, en fait, dans la structuration aujourd'hui d'une société qui, comme vous l'avez très bien dit, aux 2/3 commence à dire « Ah bon, bah, il y a trop d'émigrés ». Et donc, c'est un vrai problème auquel il faut s'adresser. Mais moi, j'ai une question, juste une dernière question, Pascal, c'est comment est-ce que vous répondez au fait que il y a la première préoccupation, sondage Elab, enfin étude d'opinion Elab, première préoccupation des électeurs du Rassemblement national, c'est l'immigration, et ils se disent tiens, je vais voter Rassemblement national. Excusez-moi, si c'est l'immigration leur problème et qu'ils votent Rassemblement national, c'est bien qu'ils considèrent qu'il faut dégager les étrangers. Non, je crois pas. Vraiment. Allez, et donc ils pensent que genre un mot de réponse. C'est l'immigration, vous votez Rassemblement national, et vous dites tiens, la France est c'est pour ça que je, la France, ils votent pour une France ouverte en votant Rassemblement national. Vous posez une question, je vais essayer de vous répondre. Je ne crois pas. Je crois véritablement, je me place au niveau des électeurs, je ne parle pas des militants, etc., c'est un autre univers, etc. Mais au niveau des électeurs, ils ont envie que la question de l'immigration soit prise au sérieux, et ils estiment, à tort ou à raison, que la gauche a échoué sur ce terrain et que la droite a échoué et que maintenant les gouvernements investis par Macron ont échoué. Et ils se disent, voilà, on va voir si les solutions de fermeté prônées par Marine Le Pen et Jordan Bardella auront un impact pour réguler surtout ce qui les préoccupe beaucoup. C'est la question de l'immigration clandestine. Ou bien est-ce qu'ils seront peut-être totalement inefficaces d'ailleurs sur ce terrain-là, et on aura la réponse assez vite s'ils arrivent au pouvoir. Mais attention, vouloir parler de l'immigration, ça ne veut pas dire qu'on est raciste et xénophobe. On peut vouloir une France ouverte. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pascal, je vais rappeler le titre de votre livre, Le goût de la politique, qui est paru aux éditions Odile Jacob et Pablo Pio-Vivian. On vous lit évidemment dans la revue Regard.